je vais donner tout de suite la parole à Nelly Kemener, qui est maître de conférence en sciences de la communication et de l'information à la Sorbonne Nouvelle. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la Ligue des droits de l'homme de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je suis particulièrement honorée et ravie, et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont ici présentes pour assister à cette table ronde précisément. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler du rire et racisme. Donc je vais essayer de revenir un petit peu sur la question du racisme, et plutôt d'une posture antiraciste au sein de l'humour, à travers plutôt une approche, on va dire, socio-historique, puisque ça fait partie des travaux que j'ai pu effectuer durant ces dernières années sur la scène de l'humour en France. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ou la manière peut-être d'aborder ou de poser un certain nombre de pistes pour traiter justement la question du racisme et de l'humour, c'est d'une part de voir dans quelle mesure la question du racisme et de l'antiracisme est effectivement une thématique un peu centrale de l'humour en France. Depuis ses débuts, la figure du racisme, on va voir, est une figure un peu clé qui traverse l'humour de café-théâtre dès les années 70 et encore plus dans les années 80. Mais surtout, je vais m'intéresser surtout à déployer un moment de rupture entre cet humour des années 70 et 80, qui est un humour plutôt anti-système et porté par des humoristes blancs qui incarnent des figures de racistes pour les mettre à distance, et un humour des années 90 qui est là très clairement porté par des humoristes qui sont issus eux-mêmes des minorités ethno-raciales, donc des humoristes arabes, noirs, voilà, c'est plutôt des humoristes arabes et noirs. Les humoristes asiatiques arrivent plutôt asiatiques, alors je mets des guillemets bien entendu, mais arrivent plutôt à partir des années 2000 et la scène de stand-up. Et ce qui va m'intéresser, c'est de voir émerger justement des humoristes issus des minorités ethno-raciales qui vont transformer finalement la manière dont on traite ces questions de racisme et qui finalement déplacent le propos humoristique et la critique humoristique du racisme vers une dénonciation des stéréotypes, mais aussi pas simplement du stéréotype en tant que stéréotype, mais du stéréotype en tant que presque opération de contrainte, opération d'enfermement des subjectivités vécues. Alors pour retracer un petit peu cette histoire, il me paraît important de commencer plutôt par justement cet humour de café-théâtre des années 70 et 80 et des figures d'humoristes qu'on connaît tous et toutes, il me semble, un peu tutélaires, des figures comme Coluche, Le Luron, des figures comme aussi Pierre Desproges, qui ont beaucoup représenté ou incarné des personnages racistes. Et ils les ont incarnés principalement pour faire rire avec ces personnages-là. Pour saisir les contours en fait, de cette figure du racisme dans l'humour des années 70 et 80, il est important un petit peu de revenir aussi sur ce qui faisait l'humour de l'époque. L'humour de l'époque, c'était un humour qu'on pourrait qualifier de bouffon. C'était vraiment la figure du bouffon qui se posait comme une sorte de garde-fou d'un système de pouvoir et comme une sorte de critique de ce système de pouvoir, un critique qui pouvait dénoncer aussi les malversations des dirigeants, les malversations du système, et ce comique-là des années 70 et 80 est quelque part un comique qu'on a qualifié ou qu'on qualifie aujourd'hui d'anti-système. La représentation du monde qui est proposée à l'époque, celle de Coluche, de Le Luron avec une posture un peu plus surplombante, on a souvent qualifié Thierry Le Luron d'humoriste plutôt incarnant une certaine bourgeoisie, ou ce jeune premier qui mettait en scène non pas une posture du peuple, du bas, de classe populaire, mais plutôt une posture un peu bourgeoise. Coluche, en outre, lui, était bien davantage du côté d'une classe populaire, incarnant une masculinité de classe populaire aussi, et mettait en scène très clairement une sorte de conflit, de division du monde entre ce peuple qu'il souhaitait incarner,
et une élite dirigeante qui était cette sorte de réseau de pouvoir ou de bloc de pouvoir qu'incarnait le monde politique, qu'incarnait l'élite aussi journalistique, hein, ils mettaient un peu tout dans le même panier, et qui nécessairement méprisait, on va dire, le peuple que lui-même se chargeait de représenter, ou dont il se faisait le porte-voix. Du côté de Lelong, il y a aussi cette division du monde qui est un petit peu moins flagrante que chez Colus, puisque lui incarne plutôt une classe aisée, mais en même temps, il y a il y a un geste chez Le Luron qui est vraiment aussi une sorte de critique, de désacralisation de ce monde des dirigeants à travers une imitation généralement caricaturale, parodique. Donc on désacralise par le biais de l'imitation caricaturale les symboles du pouvoir. Ce comique des années 60 et 70 s'oppose donc dans une opposition frontale à la sphère politique, et paradoxalement, il a le droit de parler tant qu'il est aussi dissocié, distant de cette sphère politique. Donc il y a finalement une condition d'existence à ce comique bouffon qui est une forme de position que moi je qualifierais d'outsider. On est hors de cette sphère politique et on peut la critiquer en tant qu'observateur critique, mais qui n'est pas participant actif à cette sphère, dans cette sphère politique. Ceci se montre très clairement avec la participation de Coluche en 81 à l'élection présidentielle, qui finalement met un petit peu fin à sa carrière de comique pendant un temps en tout cas, suscite énormément de résistance de la part de la sphère politique et des dirigeants politiques de l'époque, ce qui montre bien que le bouffon, quand il va dans l'arène politique et qu'il tente de proposer un programme, va à l'encontre un petit peu de sa propre sphère d'action et quelque part ne se voit plus autorisé à parler de la même manière que quand il était simplement comique. Donc il y a une condition un peu d'existence. Alors ce discours-là, celui des années 70 et 80, vient néanmoins avec aussi, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la mise en scène d'une figure de raciste qui en fait s'articule dans cet humour-là avec une critique de la francité, une critique d'une figure de français moyen qui devient l'incarnation un petit peu de cet idiot, de cet imbécile, qui est celui qui appartient ou qui soutient le système, ce système qui est pourtant tant critiqué par ces comiques bouffons, qui soutient ce système parce qu'il ne voit pas, parce qu'il est inconscient des manipulations dont il fait l'objet, parce qu'il est inconscient des mécanismes, des rhétoriques qu'il utilise, et qui sont en fait des rhétoriques parfois particulièrement, je vais dire entre guillemets, chauvines, voire nationalistes, et en tout cas, ces rhétoriques-là incarnent les rhétoriques du français moyen, du franchouillard, qu'on regarde avec un peu de distance et dont on se moque. Alors, Coluche, notamment, lui, va mettre en scène beaucoup de ces figures de français moyen, usant de son corps et de sa propre persona, qui, comme je le disais tout à l'heure, est une persona plutôt issue de la classe populaire, et il va user de cette figure-là pour mettre en scène une sorte de racisme ordinaire, et en même temps, à travers cette mise en scène d'un racisme ordinaire, désigner toute une série de mécanismes, de rhétorique. La rhétorique qu'on saisit maintenant de manière plus évidente, parce qu'on l'a beaucoup entendue, mais cette rhétorique un petit peu à la fois du déni de racisme, et en même temps d'associer, on va dire, des termes qui sont particulièrement excluants, et qui incarnent un racisme ordinaire dans tout ce qu'il aurait de plus beau. Oui, voilà, c'est une bonne manière de le dire. En fait, on le retrouve dans plusieurs de ses sketchs. Dès le sketch de l'histoire d'un mec, en fait, il y a un endroit où Coluche fait très clairement le lien entre ce mec un peu beauf, pour reprendre les termes d'Agnès, et la figure du raciste. C'est qu'il dit, ouais, c'est l'histoire d'un mec
un mec normal, et là il poursuit, il dit un mec blanc. Et en fait, à travers ça, ce qui est très drôle chez Coluche, c'est que ça passe par des petites phrases comme ça, mais il précise combien aussi en France, et dans l'imaginaire du franchouillard, d'une certaine manière, la normalité est associée à la blanchité, et c'est le personnage qu'il incarne dans C'est l'histoire d'un mec, c'est le personnage qu'il incarne dans beaucoup de ses autres sketchs. On voit très vite une sorte de chaîne, un peu de signification, une chaîne, un enchaînement en fait de termes qui est normalité, blanchité et francité. Paradoxalement, Coluche, il va aussi parfois un peu plus loin même dans cette désignation humoristique des mécanismes du racisme, puisqu'il va aussi montrer toutes les logiques de déni. Alors de façon parfois assez subtile, il y a un sketch que moi je trouve très intéressant qui s'appelle le CRS arabe, où il incarne pareil vraiment le franchouillard qui performe, alors là qui vocifère contre un arabe qui est dans un café, et en fait il se rend compte que cet arabe est un CRS, donc il se calme assez rapidement, il commence à complètement changer d'attitude, il était en train de gueuler pendant, mais vraiment vociférer, et finalement il commence presque à prendre peur, et il commence à réutiliser toute une série en fait de mécanismes de défense, disant non mais moi je fais pas de différence, moi s'il y a bien un mec qui fait pas de différence c'est bien moi, alors moi je vais te dire je suis pas raciste pour ça, je vais te dire moi les blancs, les français, les noirs, les arabes, les juifs, alors comme c'est un mec arabe il dit bah, les juifs, enfin non pas les juifs en fait, et il dit bon bah ils sont tous égaux, c'est tous les mêmes hein, bien entendu. Pour moi, c'est l'égalité. Hein. Alors, c'est très amusant cette rhétorique-là, parce qu'en fait, pareil, dans cette mise au jour que permet le discours comique et humoristique, on grossit hein, des formes de discours, des rhétoriques. Donc là, il y a une vraie désignation d'une rhétorique de déni. Et paradoxalement, cette rhétorique de déni, on voit bien dans le discours aussi de Coluche qu'elle est une récupération à mauvais escient des valeurs républicaines de l'égalité entre tous, qu'il s'y engouffre de plein pied pour dénier toutes les logiques d'exclusion qu'il avait mises en place dans le moment qui précédait du sketch. Donc il y a aussi vraiment cette mise en scène finalement d'une logique de déni, mais qui s'appuie aussi sur des valeurs républicaines. Donc enfin, j'ai envie de dire, Coluche à l'époque fait un geste qui est assez, qui est pour le coup presque cynique hein, par rapport à ce qu'implique la figure du raciste franchouillard qu'il met en scène. Alors avec une ambiguïté quand même chez Coluche, c'est tout en désignant cette rhétorique-là, il incarne un personnage assez sympathique, Coluche, à l'époque. Alors qui suscite à la fois des vagues d'adhésion et de rejet, mais il est aussi quand même dans cette incarnation d'une masculinité populaire et du français moyen. Je pense qu'il pouvait à la fois susciter une forme d'identification aussi d'une certaine classe populaire, le comique de l'époque, mais aussi peut-être d'une classe parisienne qui pouvait se reconnaître dans ses sketchs, et en même temps il pouvait aussi susciter une vraie mise à distance puisqu'il était dans la caricature aussi de cette figure de français moyen. Donc on voit bien que cette figure du raciste, elle est à la fois une mise à distance et en même temps c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi une forme de bienveillance qui peut se ressortir de ces sketchs. Alors les années 80 en fait marquent une sorte de tournant néanmoins. C'est-à-dire après Coluche, Thierry Leluron ou Pierre Desproges vont incarner eux des figures de racisme ou évoquer ces questions de racisme, mais on sent dans le début des années 80 un vrai déplacement d'un discours justement qui est entre la mise à distance et la bienveillance telle que Coluche a pu le proposer, vers un discours qui montre beaucoup plus la figure du racisme comme une menace. Ce qu'il faut sans doute à mon sens remettre en perspective ici, c'est que le Front National devient un parti politique avec de plus en plus de poids dans les élections qui ponctuent le début des années 80. Et finalement, la figure du racisme dans l'humour va être associée à l'électeur du Front National. Un des sketchs ou une des chansons en fait plus ou moins humoristiques hein, de Thierry Leluron
parle de Le Pen et s'appelle Le Pen, attention danger. Donc typiquement, on est dans cette rhétorique-là d'une vraie critique, et là d'une critique frontale du Front National, qui lui associe au crâne rasé, aux fantômes qui entassaient au vélodrome des hommes, des femmes et des mômes, qu'il compare en fait aussi, de manière assez nette dans la chanson au nazisme, et qu'il oppose, ou auquel il oppose, en tout cas lui, pareil, un discours d'égalité entre tous. Le Pen, les hommes sont égaux pour moi, dit-il. Le Pen, Mohamed, Hamid et Oualin. Le Pen, je ne vois là que des êtres humains. Le Pen, qui seront les Français de demain. Donc on a vraiment là un discours égalitaire, républicain, d'une certaine manière, ou en tout cas qui prône l'égalité entre tous, et un discours humaniste, c'est-à-dire on est tous des êtres humains, très clairement. Et en fait, le sketch de Leluron n'est pas très éloigné dans la posture qu'il met en scène d'un sketch de Pierre Desproges, qui est très connu aussi, sur les rues de Paris, ne sont plus sûrs, qui est un sketch qui peut être assez poignant à re-regarder, qui date de 86, qui est poignant à regarder, mais en même temps qui pose beaucoup de questions, en fait, il parle de son épicier arabe, monsieur Rachid Cherkaoui, qui s'est fait en fait agresser le jour qui précède, et il raconte l'installation de cet épicier arabe qui avait repris l'épicier de monsieur Lefranc, et monsieur Lefranc, en fait, c'est l'incarnation du français raciste, qui partage avec le boulanger une certaine idée, alors je cite Desproges, une certaine idée de la France faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national, et une haine des étrangers, des centres commerciaux et de l'eau minérale. Et il y a eu un moment dans le sketch où il incarne ce monsieur Lefranc, alors que Desproges est quand même quelqu'un qui joue très peu sur scène, qui a une posture très statique. Et en fait, il va incarner ce mec en faisant une grimace horrible, et la caméra se pointe sur lui. Il dit, mais... et il joue monsieur Lefranc, mais qu'est-ce qu'il me veut ce melon? Ah bah merde alors, ça me fait vraiment chier de voir un feignant de Bico dans mon magasin et plutôt crever. Donc il refuse à l'époque que monsieur Cherkaoui reprenne son épicerie. Et en fait, on voit bien ici, très clairement, arriver une figure qui est très éloignée de celle que proposait en fait Coluche, qui est regardée avec beaucoup moins de bienveillance, qui est vraiment mise à distance dans tout ce qu'elle a de plus détestable, qui est associée, puisque ensuite il part dans le Morbihan, dans une villa qui s'appelle Kermankampf quand même, donc on retrouve ici l'association avec la figure du nazi, et paradoxalement, pas paradoxalement, mais dans le sketch en tout cas, Pierre Desproges, il lui se met complètement du côté de cet épicier arabe. Alors en réalité il se donne vraiment le beau rôle, puisque cet épicier arabe il en donne une vision très positive, en disant qu'il boit quand même un peu du vin, c'est un mec qui a l'air vraiment sympa, mais lui parle quand même pour monsieur Cherkaoui, où lui se donne le rôle aussi du blanc qui prend la défense de l'arabe. Donc il y a quelque chose qui peut être limite infantilisant dans la manière dont il rend compte de cette figure de monsieur Cherkaoui. Et il me semble, et je pense que je suis 10 000 fois trop longue, mais pour juste avancer, pour avancer sur ça, il me semble en tout cas que cet humour de l'époque, des années 70 et 80, est un humour dont il est important aussi de montrer les effets ambivalents. C'est-à-dire c'est un humour qui met à jour des logiques d'exclusion, des rhétoriques racistes, qui sont sans doute à l'œuvre, ou en tout cas qui parlent au public de l'époque. Et en même temps, il y a des effets ambivalents dans le sens où cette figure du racisme est une figure particulièrement personnalisée. C'est une figure qui circonscrit la question du racisme à des propos, à des attitudes identifiables, mais ne désigne pas nécessairement un système qui serait lui-même raciste. Et surtout, il me semble qu'un des aspects plus problématiques aussi, c'est que finalement, le raciste ici est altérisé. C'est que c'est un autre. C'est ce chauvin, ce raciste est un autre qu'on met à distance, dont on se moque, et finalement, qui dédouane un peu le spectateur, qui se dit, finalement, moi je ne suis pas ce raciste-là. Ou en tout cas, qui n'invite pas nécessairement à un vrai exercice réflexif, et qui ne pose pas en même temps
la question de la blanchité des humoristes qui sont sur scène à l'époque. C'est que les humoristes qui sont sur scène, eux, effectivement, ils évoquent ce racisme-là, mais à l'époque, il n'y a pas, ou quasiment pas, d'humoristes issus des groupes pour lesquels ils parlent. Donc il n'y a pas d'humoriste arabe, il n'y a pas de Monsieur Cherkaoui sur scène. Ils occupent des Lurons, des Coluche, des proches, des positions très hégémoniques qu'eux-mêmes ne discutent pas, ils ne mettent pas en évidence. Ils vont avoir un discours parfois sur le racisme qui est un discours presque universalisant. On crée un racisme universel. Tout le monde pourrait être raciste. C'est à peu près le discours de Coluche et de Desproges. Et en même temps, on voit bien que ce faisant, ils empêchent potentiellement, ou ils empêchent la vraie déconstruction d'un racisme plus systémique, voire ils prennent la place du discours minoritaire lui-même. Et c'est pour ça que la période des années 90 est intéressante. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais dans les années 90, on voit véritablement émerger sur la scène de l'humour, et par le biais notamment de la télévision, dans les émissions de talk-show, toute une série d'humoristes qui font, en fait, ne commencent pas par le café-théâtre classique, ce qui raconte quelque chose. Un café-théâtre plutôt blanc, une culture populaire au sens culture populaire blanche, qui a du mal à laisser passer les questions identitaires ou de différence. Par contre, la télévision, qui est un endroit où il y a des émissions de talk-show, etc., va devenir une scène un peu privilégiée, une scène tremplin pour des humoristes qui sont issus des minorités et qui vont amener une parole humoristique un peu différente. Alors il y a eu Smaïn avant quand même, en café-théâtre. Smaïn qui était important, il a fait le premier président de Beurre, dont on dit souvent qu'il réactivait un stéréotype très fort sur le stéréotype de l'arabe. Et en même temps, quand on voit le sketch de Smaïn où il fait un président avec le drapeau français, et il fait un président Beurre, c'est assez impressionnant en fait de retrouver ça, de regarder ça et se dire on est dans les années 80 et c'est le premier humoriste arabe de l'époque. Enfin, bon. Mais les années 90, on voit en fait émerger toutes les vagues d'humoristes qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, des gens comme Jamel Debbouze, comme Omar Efren, Eric et Ramzy, qui en fait mettent en scène ou s'emparent de l'humour pour faire des récits de soi, où ils construisent une forme d'authenticité, ils utilisent leur propre prénom. Ils parlent de leurs expériences vécues, ils se mettent en scène dans finalement des parcours de vie qui sont à la fois des jeunes avec, enfin je peux prendre le cas de Jamel Debbouze qui va mettre en scène, on va dire, son origine marocaine, le fait d'être musulman aussi, et en même temps sa culture de banlieue. Donc les sketchs qu'il fait dans les années 90, dont nulle part ailleurs, sont vraiment une sorte d'espace, d'évocation de ce parcours-là, de cette trajectoire. Et en même temps, ce qui est très intéressant avec Debbouze, c'est qu'il a aussi une dimension très créative dans son humour, parce que, par exemple, il est à mon sens vraiment dans une vraie critique, au contre-pied en tout cas, de l'imaginaire stéréotypé du garçon banlieue ou du garçon arabe, imaginaire de délinquance, on est dans les années 90, imaginaire de voleurs, de violeurs, ce que Nassir Haghimi pour le coup a très très bien montré, et en fait Jamel Debbouze là-dedans n'est ni le garçon bien intégré, ni le stéréotype négatif du garçon arabe. C'est-à-dire, il est une sorte d'entre-deux, une sorte d'anti-stéréotype en fait, où il va jouer avec ce stéréotype-là en permanence par le biais de l'humour, sans rentrer dans l'un ou l'autre versant, soit sans rentrer dans le versant laudatif, qui serait le bon immigré, et sans rentrer non plus dans le versant négatif, c'est-à-dire le délinquant. Et alors, il n'est pas l'immigré bien intégré, parce que par exemple, rien qu'au niveau du langage, en fait, il fait des incursions dans sa manière de parler, avec des termes en verlan, il fait des incursions de termes arabes aussi. Donc, il transforme complètement la langue française, et il a une manière hyper singulière de s'exprimer, qu'il a un petit peu perdu maintenant avec le temps, mais qui à l'époque était très créative, était extrêmement drôle en l'occurrence. Mais ce n'est pas non plus, on va dire, le délinquant, dans le sens où il incarne une figure plutôt adolescente, plutôt sympathique, et qui prend toujours le contre-pied finalement des attendus du stéréotype. Alors,
il y a beaucoup d'exemples, je vais passer plus rapidement sur cette période-là pour arriver plutôt à la fin de cette intervention. Mais ce qui est important, il me semble, c'est que ce que fait Jamel Debbouze dans beaucoup de ses sketchs à l'époque, c'est qu'il montre une forme d'impuissance face au racisme qui serait devenu tellement banal, et notamment dans l'humour, qu'il serait devenu très difficile aussi de le combattre. Il montre aussi combien ses propres compères, des humoristes issus des minorités, sont eux-mêmes inconscients de ce racisme-là et peuvent eux-mêmes produire des formes de racisme, ce qui est finalement, on va retrouver très clairement dans le stand-up, c'est-à-dire cet humour vraiment de récit de soi qu'il a vraiment participé à faire advenir en France par le biais d'une émission qui s'appelle le Jamel Comedy Club, en fait où on voit véritablement une sorte de mise en abîme permanente d'humoristes qui, finalement, en 2000, devient vraiment le lieu de mise en scène d'identité hybride, de mise en scène d'identité parfois complètement oppositionnelle, c'est-à-dire des mises en scène très hyperboliques, où les humoristes se montrent vraiment dans une affirmation de leur différence. Je pense à Patson qui explique qu'il n'a jamais passé son bac parce qu'il n'y avait que des bacs blancs. Et il est noir, de fait. Donc c'est que Montreuil est la deuxième ville du Mali après Bamako, ce qui est quand même des formes d'affirmation très fortes et en même temps très inattendues. Et en même temps, il y a aussi des endroits, des gens comme Thomas N'Gijol qui montrent très bien que finalement, quand on est noir en France, on devient parfois qu'un petit blanc. Et c'est ce qu'il dit aussi dans un sketch sur le Superman noir, qui est assez intéressant sur ça, où il montre à quel point il est, et parfois il est plus blanc que noir en fait. Ce qui montre toutes ces variantes identitaires qui peuvent émerger et toute une série de subjectivités en fait. Alors, simplement pour conclure dans tout ça, il me semble qu'aujourd'hui on est dans un moment qui a un peu digéré tout ça, mais qui pose encore beaucoup de questions. On retrouve des figures classiques de racistes. Patrick Simsit, on en parle beaucoup, mais en même temps, Patrick Simsit, c'est un humoriste juif qui affirme beaucoup ça, et donc qui joue de cette question du racisme de façon encore un peu différente de ce que faisait Coluche. Aujourd'hui, la question de la mise en scène des identités s'est un petit peu tellement multipliée qu'elle finit par s'être un peu dispersée et peut-être d'avoir un peu perdu de sa force. Et en même temps, il y a des endroits aussi vraiment de complications, alors complications pour le chercheur et pour les publics. On voit aussi émerger des discours minoritaires, ceux de Dieudonné par exemple, qui eux-mêmes, alors là, sont plutôt à porter eux-mêmes un discours d'extrême droite et un discours antisémite. Donc ça vient complètement brouiller les cartes. C'était des choses qui étaient en creux, on va dire, de toute une série de mouvements dans les années 2000, et ça vient, on va dire, brouiller les cartes à un point particulièrement compliqué, et à mon avis redéfinir aussi toute cette économie, on va dire, de la question du racisme et de l'antiracisme dans l'humour, mais ça c'est toute une question qui reste grandement ouverte. Je vous remercie. Désolée.